Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un plan monumental, en se basant sur les documents officiels, la fameuse stratégie de la France pour atteindre la neutralité carbone. La question est immense, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un pays tout entier peut, concrètement, prévoir d'atteindre la neutralité carbone? Eh bien, on va justement explorer l'une des feuilles de route les plus ambitieuses au monde pour voir comment une grande économie a l'intention de se transformer de A à Z. Alors, la réponse française, elle tient en 4 lettres. SNBC. C'est la stratégie nationale bas carbone. Voyez ça comme le plan directeur, la feuille de route maîtresse qui doit, en théorie, redessiner absolument tous les secteurs de l'économie. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, plongeons-y. On va décortiquer ce plan ensemble pour vraiment saisir l'ampleur du défi. Et l'objectif, le voilà, écrit en gros, 2050. C'est la date butoir. Atteindre la neutralité carbone sur le sol français d'ici là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout simplement que le pays ne devra pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que ses écosystèmes peuvent absorber. Ok, et pour comprendre d'où on part, ce graphique est parfait. C'est en quelque sorte une photo des émissions de la France. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est ce gros morceau de 32%, les transports. C'est de loin le secteur le plus émetteur, ce qui en fait, logiquement, la priorité numéro 1. Juste après, on a l'industrie et l'agriculture, qui ne sont pas loin derrière. Alors justement, commençons par le plus gros morceau de la tarte, les transports. Comment est-ce que ce plan compte s'y attaquer, puisque c'est là que le levier est le plus important? La stratégie, en fait, elle est triple. Il y a 3 grands leviers. D'abord, la sobriété, c'est-à-dire essayer de moins se déplacer. Ensuite, l'efficacité énergétique, faire en sorte que nos véhicules consomment moins. Et enfin, bien sûr, l'électrification et les carburants alternatifs, passer à des énergies propres. En gros, l'idée, c'est de revoir complètement notre façon de bouger. Et ça, c'est la partie intéressante, parce que ces 3 grands principes, eh bien, ils se transforment en actions très concrètes. On parle de doubler le nombre de pistes cyclables, de développer les RER dans les métropoles, mais aussi de soutenir la production massive de véhicules électriques, tout en augmentant la fiscalité sur ce qui pollue le plus, comme l'avion. Ça touche vraiment à tout. Ok, ça, c'est pour la façon dont on se déplace. Mais quid de ce qu'on a dans notre assiette? Parce que là aussi, le plan propose une vision de transformation assez radicale pour l'agriculture. Ici, l'idée, c'est vraiment de tout repenser, de la fourche à la fourchette. Ça veut dire, côté production, moins d'engrais chimiques, une meilleure gestion des élevages pour qu'ils émettent moins, mais ça va jusqu'à nous. Le plan encourage aussi des régimes alimentaires avec plus de végétal, et bien sûr, une lutte acharnée contre le gaspillage alimentaire à tous les niveaux. Après les transports et l'agriculture, on s'attaque maintenant au moteur de l'économie, l'industrie et l'énergie. C'est la colonne vertébrale du pays et là aussi, le plan prévoit une refonte totale. Pour l'industrie, la logique est un peu la même. D'abord, être plus efficace, consommer moins d'énergie, ensuite, utiliser plus de matériaux recyclés, la sobriété matérielle, et enfin, et c'est un point clé pour la France, s'appuyer sur son électricité déjà largement décarbonée pour attirer ce qu'on appelle une réindustrialisation verte. Et cette diapositive, elle montre bien le virage à 180 degrés qui est prévu. D'un côté, le passé, basé sur les énergies fossiles comme le charbon, le pétrole, le gaz, et de l'autre, le futur, un futur basé sur une électrification massive de nos usages, beaucoup de renouvelables, mais aussi de l'hydrogène bas carbone et une place confirmée pour le nucléaire. C'est un changement de paradigme complet. Concrètement, comment on y arrive? Eh bien, la stratégie est claire. On prolonge la durée de vie des réacteurs nucléaires actuels, on en construit de nouveaux, de type EPR2, tout en accélérant massivement sur les renouvelables, comme l'éolien en mer. On ajoute à ça des technologies d'avenir, comme l'hydrogène pour l'industrie lourde, et même le captage de carbone pour les émissions qu'on n'arrivera pas à éliminer. Mais le plan insiste sur un point crucial. Tout ça, ce ne sont pas que des décisions techniques ou politiques prises à Paris. Ça ne marchera pas si ce n'est pas un projet partagé. Cette transformation, en fait, elle concerne absolument tout le monde. Et cette citation, qui vient des consultations publiques, elle le résume parfaitement. C'est une affaire collective qui embarque l'ensemble des acteurs. L'idée, c'est vraiment de construire un projet national et pas juste d'imposer des règles venues d'en haut. Ce tableau, il est très parlant. Il montre bien que chacun a son rôle. L'État doit donner le cap et financer, les entreprises doivent innover et se décarboner, les collectivités locales, elles, doivent agir sur le terrain, sur les transports, les bâtiments, et puis il y a les citoyens, dont les choix de tous les jours sur la mobilité, l'alimentation, la consommation sont aussi une pièce essentielle du puzzle. Mais alors face à l'immensité de cette tâche, la question se pose. Est-ce que c'est un plan réaliste ou est-ce que c'est un pari un peu fou? Le document lui-même, d'ailleurs, ne cache pas que le chemin sera semé d'embûches. En fait, le plan repose sur un équilibre très délicat, une sorte de double pari.
D'un côté, il y a les paris technologiques. On compte sur des innovations qui ne sont pas encore tout à fait matures, comme le captage de carbone. Et de l'autre, il y a les paris comportementaux. On parie sur des changements profonds et généralisés dans nos habitudes de vie. Ce qui nous amène à la question de fond, la question finale. Est-ce que la France pourra vraiment réussir à tisser ensemble ces deux fils, l'innovation technologique d'un côté et le changement collectif de l'autre? En d'autres termes, est-ce que cette feuille de route, si détaillée soit-elle, est la clé d'un futur viable? Ou est-ce que c'est un pari immense, à la fois sur la technologie et sur notre capacité collective à changer?